c'est Ilyes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de l'UFC 288 qui vient de s'achever il y a quelques minutes. Victoire sur décision partagée d'Aljamain Sterling dans un combat très serré, un combat de haut niveau entre deux des meilleurs poids coqs du monde, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle l'UFC a décidé de faire appel à Henry Cejudo après 3 ans d'absence. C'était pour donner un petit peu de compétition à cette division des poids coqs qui est vraiment chargée, mais qui manquait d'un challenger, on va dire, assez intéressant et vendeur du côté d'Aljamain Sterling. En tout cas, l'Américain d'origine jamaïcaine l'a emporté sur décision partagée. Personnellement, je l'ai vu remporter 3 des 5 rounds de ce combat. J'ai vu sur Twitter notamment que certaines personnes auraient aimé qu'il l'emporte sur décision unanime et qu'ils l'ont vu dominer 4 des 5 rounds de cette opposition. Et c'est vrai que c'est assez serré. Ça aurait pu aller d'un côté comme de l'autre. Alors bien sûr que Sterling mérite la victoire. Ce que je veux dire, c'est que pour déterminer si c'était une décision partagée ou alors une victoire sur décision unanime, c'est plutôt compliqué. C'est vrai que je regardais les statistiques justement après le combat. Elles sont plutôt serrées, que ce soit en termes de takedown infligés. Cejudo et Sterling sont assez proches l'un de l'autre. En termes de contrôle, Cejudo est légèrement au-dessus, légèrement 1 minute de contrôle au-dessus par rapport à Aljamain Sterling. En termes de coups significatifs aussi, c'est assez proche. Cejudo a moins envoyé de frappes que Sterling, mais proportionnellement parlant, en tout cas, ils ont quasiment le même ratio, le même pourcentage de coups significatifs infligés avec un léger avantage du côté de Sterling. Qu'est-ce qui a fait que la balance penchait en faveur du champion en titre? La pression. Je pense que Sterling a mis un peu plus de pression que Cejudo durant les 25 minutes. Et puis je trouve aussi que les coups significatifs les plus frappants, les plus percutants ont été donnés par Sterling. Il suffit de voir aussi les dégâts infligés sur le visage de Cejudo. Si on compare au visage de Sterling, il a rien, il n'a pas une éraflure. Du coup, je pense que ça aussi, ça penche. Ça explique, on va dire, la victoire sur décision partagée du côté d'Aljamain Sterling. Mais c'était un combat très compétitif. Honnêtement, je pensais que Cejudo allait avoir beaucoup plus de mal à dealer avec la distance. Parce qu'on sait que Sterling avait un avantage en termes d'allonge tout simplement extraordinaire. J'en parlais dans l'analyse et pronostic avec Movsar Ibrahimov, mais dites-vous que Sterling avait un avantage de 17 cm d'allonge par rapport à Henry Cejudo. Henry qui vient de la catégorie des poids mouches. En réalité, c'est un poids mouche en fait, Henry Cejudo. Il a été champion aussi dans cette division des poids coqs. Il a remporté ce titre contre Marlon Moraes, qui n'est pas le plus grand des poids coqs. Et puis il l'a défendu contre Dominick Cruz, qui est quand même un striker. Et on sait que Cejudo étant un très bon striker, mais avec un niveau de lutte tout simplement exceptionnel, ancien médaillé d'or. Sur ces 2 match-ups contre Moraes et Cruz, il était légèrement avantagé, j'ai envie de dire. Ce qui n'était pas le cas face à Sterling, qui est complet. En fait, c'est un combattant, Sterling, qui est difficile à catégoriser. C'est pas un striker, ça c'est sûr, même s'il utilise quand même notamment son jab de manière assez intelligente. C'est plutôt un grappleur, Sterling, qui remporte la majorité de ses combats sur soumission. Il a un très bon cardio, sa lutte elle est en place aussi, même si en termes de lutte pure et dure, bien évidemment que Cejudo était avantagé. Mais physiquement, c'est vrai que Sterling est plutôt costaud pour cette division. Avant ce combat contre Cejudo, il parlait peut-être d'une montée éventuelle en catégorie chez les poids plumes à 66 kg, parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Sterling hors compétition, c'est plus de 80 kg. Il est tout simplement énorme pour la division. Il faut rappeler que Cejudo n'avait plus combattu depuis 3 ans. Sa dernière victoire, elle remonte à 2020, du coup, c'était face à Dominick Cruz. Sterling est un combattant qui est beaucoup plus actif que Cejudo. On pouvait faire la comparaison entre Henry et John Jones, sauf que c'est pas la même catégorie, c'est pas la même situation dans laquelle il se retrouvait. John Jones se retrouvait dans une division des poids lourds face à Cyril Gane, qui malheureusement, pour l'instant, au moment où on parle, est encore un combattant unidimensionnel, qui est un excellent striker, mais une fois qu'il est amené au sol, surtout par un lutteur et un grappleur comme John Jones, c'est compliqué. C'est très rarement le cas dans une division aussi compétitive et aussi chargée que la division des poids coqs. Surtout face à un adversaire comme Sterling, qui est vraiment complet, qui a du répondant dans tous les compartiments du game. Ça a peut-être pu pénaliser aussi Cejudo, que j'ai trouvé sur certaines séquences montrer quelques signes de fatigue. Je trouve que Sterling il souffre encore d'un manque de
considération criante de la part des fans de MMA. On les a vus huer la décision à l'issue du combat et je pense même que l'UFC, un petit peu à l'image de Demetrius Johnson, serait partante pour un nouveau champion et un nouveau champion dont l'identité est claire, Sugar Sean O'Malley. Ça tombe bien parce que Sean était présent à l'UFC 288, Ferrarissime, il est rentré dans l'octogone, il a eu la chance, l'opportunité de call out le champion, c'était assez tendu, face à face plutôt divertissant. Au moment où il retire sa veste, on a vu aussi Merab Dvalishvili lui ravir sa veste. Les choses, elles sont très claires. Depuis le début, depuis de nombreux mois, même j'ai envie de dire depuis quelques années, l'UFC rêve de voir Sugar Sean O'Malley devenir le champion de cette division des poids coqs. Est-ce que Sean mérite vraiment le title shot ? D'un point de vue sportif, je trouve que non, parce que la seule victoire contre un adversaire bien classé dans la division, du côté de Sean, elle s'est faite contre Peter Yan. Peter Yan qui a perdu à plate couture contre Aljamain Sterling lors du rematch, qui a perdu à plate couture aussi contre Merab Dvalishvili. On sait que la décision de Sean O'Malley face à Peter Yan, elle a été décriée et contestée par une grande partie non seulement des fans de MMA, mais même des spécialistes du sport. Avant ça, Sean a affronté Pedro Munoz, mais malheureusement le combat s'est terminé sur un no contest à la suite d'un high poke. Est-ce que vraiment, sportivement, Sean O'Malley mérite de disputer la ceinture à Aljamain Sterling ? Encore une fois, pour moi, c'est pas le cas. Le truc, c'est qu'il faut dire que la situation de la division, elle est aussi assez particulière. Sportivement, pour moi, le challenger le plus méritant, c'est clairement Merab Dvalishvili, qui est sur un run de victoire assez impressionnant et qui surtout domine ses adversaires comme jamais. La performance face à Peter Yan, elle est tout simplement terrifiante. Le problème, c'est que Merab, c'est l'ami et le coéquipier de Sterling et qu'il a déjà annoncé qu'il ne voulait pas se voir offrir le title shot face à Aljamain Sterling. Dana White a dit que c'était une stratégie qui n'était pas intelligente, mais je pense que il a beau proposer même des sommes astronomiques à Merab Dvalishvili, j'ai vraiment beaucoup de mal de voir Merab être partant dans l'idée de disputer la ceinture à son coéquipier et grand ami Aljamain Sterling. Du coup, Sean O'Malley se retrouve dans cette situation-là et c'est vrai qu'à part Merab Dvalishvili, cette option elle est totalement écartée. Qui aurait pu challenger Aljamain Sterling ? Marlon Vera, le problème c'est qu'il a perdu contre Cory Sandhagen et puis même Cory Sandhagen, il s'est fait pulvériser par Aljamain Sterling. Du coup, effectivement, Sean O'Malley reste le challenger le plus intéressant, notamment d'un point de vue financier, parce que c'est une star à l'UFC, Sugar Sean O'Malley, parce que son style, il est très divertissant. C'est un striker de très haut niveau. Il est encore sous-coté, mais son striking, il sait boxer, il sait combattre en tant que gaucher et droitier. Il a une boxe anglaise extraordinaire. Ses kicks font très très mal aussi. Il est grand pour la division. Il est long pour la division. Le match-up pourrait être assez intéressant. Après, je pense que en sachant la facilité avec laquelle Aljamain Sterling s'est débarrassé de Cory Sandhagen, qui est lui aussi un striker d'élite dans la division et qui lui aussi est extrêmement grand dans la division, en sachant la facilité avec laquelle Sterling s'est débarrassé de Cory Sandhagen, Sean O'Malley sera à une amenée au sol de perdre ce combat. L'intérêt pour Sean, ce sera vraiment de faire son possible pour défendre les amener au sol comme si sa vie en dépendait. Parce que si Sterling parvenait à l'amener au sol et surtout parvenait à prendre son dos, prendre son cou, je pense que les carottes seraient cuites et la messe sera dite. Ça reste un combat plutôt intéressant. Est-ce que par hasard, Sean pourrait nous faire un Conor McGregor José Aldo? Alors je sais que Sean n'est pas Conor et que José Aldo n'est pas Aljamain Sterling, mais et si Sean O'Malley pouvait pondre une prestation expéditive et magique comme l'a fait Conor McGregor face à José Aldo, qu'il était possible de voir Sean éteindre Aljamain Sterling, qui s'est déjà mangé des KO au cours de sa carrière, notamment face à Marlon Moraes. Mais imaginez l'état de Dana White pendant ce combat. Honnêtement, je suis sûr que c'est exactement ce dont rêve Dana White et ce dont rêve l'UFC, faire de Sean O'Malley le champion en titre de cette catégorie des poids coqs. Et puis l'autre combat plutôt intéressant dans cette UFC 288, c'était le co-main event entre Bilal Mohamed et Gilbert Burns. Combat assez décevant dans sa globalité, mais performance maîtrisée par Bilal Mohamed, notamment ses kicks au corps qui ont fait très mal
à Gilbert Burns. Je ne sais plus si c'était dans le premier ou dans le deuxième round, mais il y a un jab de Bilal Mohamed qui a réussi à infliger, on va dire, un knockdown, même si je ne pense pas que ça a été comptabilisé de la part de l'UFC, mais qui a quand même fait mal aussi à Gilbert Burns. Gilbert Burns qui visiblement n'était pas à 100% de ses capacités physiques. Pourquoi ? Parce qu'il semblerait qu'il se soit blessé à l'épaule, et c'est la raison pour laquelle on l'a vu très rarement, mis à part en début de combat, je pense, envoyer notamment son crochet du gauche, mais également mettre en place son jab qui aurait pu lui rendre service. Alors, on a vu que le Brésilien avait réussi à toucher à de multiples reprises la cheville notamment de Bilal Mohamed avec ses kicks, et c'est assez intelligent parce qu'on sait que avant le combat, il y avait des rumeurs, des photos circulaient concernant l'état de la cheville de Bilal Mohamed. Est-ce que vous avez senti que Bilal était blessé pendant ce combat ? Honnêtement, si c'est le cas, il l'a bien dissimulé, parce que justement, les kicks qui ont fait mal à Gilbert Burns venaient de la jambe gauche de Bilal Mohamed. Il a eu absolument aucun souci à envoyer ses kicks avec sa jambe gauche. Changement de garde aussi qui a peut-être perturbé Gilbert Burns, en tout cas. Performance globalement maîtrisée, il nous a fait du Bilal Mohamed, il a défendu l'immense majorité des amenés au sol. Je doute vraiment d'ailleurs, est-ce que Gilbert Burns a réussi à emmener Bilal Mohamed au sol pendant ce combat ? J'ai de sacrés doutes, mais en tout cas victoire sur décision unanime totalement méritée, et Bilal devrait enfin disputer la ceinture des poids welter à son prochain combat face au vainqueur du combat entre Leon Edwards et Colby Covington. J'ai vraiment hâte de voir ces deux combats, que ce soit du Bilal Mohamed, Leon Edwards, en sachant l'historique entre les deux combattants, sachant qu'ils se sont déjà affrontés, que le combat a malheureusement dû être interrompu à la suite d'un eye poke, d'un doigt dans l'œil de la part de Leon Edwards catastrophique. Il y a une histoire entre les deux combattants. Bilal a envie de montrer que certes il était dominé pendant le combat, mais il aurait pu l'emporter aussi, parce que je pense que le combat s'est interrompu dans le deuxième ou dans la troisième reprise. Je m'en souviens pas, mais en tout cas, Leon Edwards n'était pas très chaud à l'idée d'offrir un rematch à Bilal Mohamed. Il se pourrait qu'il soit obligé en tant que champion de lui offrir son title shot, sauf si Colby Covington parvient à défaire Leon Edwards de sa ceinture. Mais dans tous les cas, que ce soit un Bilal Mohamed, Leon Edwards ou un Bilal Mohamed, Colby Covington, j'ai vraiment hâte de voir ça. Voilà ce que je pouvais dire concernant cette UFC 288. Qu'est-ce que vous avez pensé, notamment du main event, du co-main event et de la soirée dans sa globalité ? C'était une carte vraiment destinée aux puristes du MMA. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche pour recevoir les notifications, lâchez un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.